63 en ce mercredi 16 décembre. Oui, c'est ça, on est bien le 16. Bonjour à tous, bienvenue. Je vais vous laisser le temps de nous rejoindre. Salut Samuel, le premier dans la chatroom. Je suis ravie en tout cas de vous retrouver ce matin. Alors, petite update, petite information technique. Donc, on arrive progressivement à réussir à faire marcher OBS, mais comme on n'était pas sûr de la configuration pour ce matin, on a préféré la jouer voilà, prudent et du coup, on va voir ce week-end, on va peaufiner un petit peu avec Jérôme et faire des tests sur ma configuration pour s'assurer que tout fonctionne. Mais du coup, pour l'instant, encore ce mercredi, je vous retrouve depuis mon smartphone. Donc je m'excuse encore à ceux qui me regardent sur leur télé, etc., où la résolution est pas géniale. Voilà, merci de patienter et de tolérer en tout cas ces petits ajustements techniques, on va dire ça comme ça. En tout cas, voilà, j'espère que ça gâche pas le plaisir de discuter tech et de rattraper un petit peu les news de tout ce qui se passe dans le monde de la tech actuellement. Salut Capturer l'Instant, salut PF Tilly, salut Keima, salut Nourrice Boule, salut Sub-Zero, etc. Salut Seth Toulot, salut Volkingzer, salut Léo, salut Pierrot, salut Fritchi. Et bonjour à tous ceux que je n'ai pas encore salués. Euh, oui, RIP Periscope, bah oui, je trouvais ça rigolo, mais il faut bien le signaler, c'est pour ça qu'on va en parler quand même ce matin, parce que ça a aussi marqué la vie de la chaîne Naotech, puisqu'à un moment donné, on diffusait évidemment le mug. Je crois que c'est comme ça même qu'on a commencé à faire le mug, c'était sur Periscope, donc ça fait un petit coup au cœur. Donc voilà, je voulais qu'on en parle, mais avant de parler du départ de Periscope, on a des petites news tech quand même à aborder ce matin. Donc je vous propose de commencer sans plus tarder avec la première news. Première news, c'est un petit point santé puisqu'on va parler évidemment de l'arrivée de la fonctionnalité cardio fitness sur l'Apple Watch avec l'arrivée notamment des notifications pour vous informer quand vous n'êtes pas forcément super en forme. Alors qu'est-ce que c'est vraiment de manière pratique cette fonctionnalité? Alors c'est vrai que c'est une fonctionnalité qui a été saluée notamment pour les sportifs, mais c'est une manière tout simplement de calculer sa quantité maximale d'oxygène lors d'un exercice physique. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez apprécié. Alors, Jérôme me confirme qu'on avait commencé sur Periscope. Mais c'est assez pratique en effet pour les sportifs puisque ça peut aussi conditionner certaines performances et donc améliorer ce score. Non seulement va améliorer évidemment votre condition physique, mais va vous permettre aussi de meilleures performances sportives. Mais voilà, et donc cardio fitness permet de relever, d'affiner encore plus ces relevés de performances sportives, mais il permet aussi de mieux évaluer, comme je vous disais, sa condition physique sur le long terme. Et donc au quotidien, c'est assez intéressant de pouvoir monitorer cette information, tout simplement. Donc du coup, en plus, c'est quelque chose assez intéressant et il le signale notamment, hein, c'est le docteur Sumbul Desai qui est vice-président justement de la branche santé d'Apple qui le signale, que justement la possibilité même de mesurer quelque chose comme ça peut être très motivant pour les personnes et pour voir comment elles évoluent, pour voir vraiment s'il y a un progrès dans leur santé. Et donc voilà, donc c'est vraiment un pas vers la démocratisation aussi des données de santé, pouvoir maîtriser un petit peu mieux sa condition physique, rendre accessible ce genre de données au plus grand nombre et surtout voilà, donner des indications faciles au grand public hein, pour qu'ils sachent un petit peu se situer par rapport à la moyenne. Alors, je ne sais pas du tout comment ils ont calculé la moyenne, si c'est ils calculent votre score par rapport à la moyenne, par rapport à votre sexe, âge, taille, etc. Parce que mon intuition, et encore une fois, moi je ne suis pas médecin ou quoi, mais c'est que le score moyen va être impacté par d'autres facteurs, hein, comme l'âge que vous avez, le poids, la taille, etc. Et donc c'est intéressant de potentiellement mesurer par rapport à une population similaire. Donc à voir. Hein. Je ne sais pas comment c'est fait, mais a priori comme ça a trait à la santé,
Apple doit avoir voilà, préparé ça de manière assez propre. En tout cas, c'est assez intéressant. Ça va nous permettre évidemment de rendre, en tout cas, ces données de santé, c'est ça qui est vraiment intéressant, plus accessible, puisqu'aujourd'hui, on est quand même dans un rapport patient professionnel de santé qui est un peu déséquilibré, où en fait l'information n'est pas toujours rendue très très accessible ou très actionnable à nous en fait, qui sommes les premiers concernés puisque c'est notre santé. Mais peu à peu, on voit de plus en plus que les sociétés, voilà, essaye de permettre aux personnes comme vous et moi de mieux comprendre sa santé. C'est vrai qu'avec WeThings déjà, et déjà de pouvoir comptabiliser ses pas au quotidien, d'avoir une notion un petit peu large de il faut quand même avoir une activité physique minimum par jour, marcher c'est une activité physique et donc faire tant de pas vous permet de maintenir une certaine condition physique, c'est déjà de l'information et c'est de la prévention aussi. Ah, attends, il y a une notion d'article là qui a été fait ou quoi? Alors, je regarde un petit peu. Non? Je sais pas. Alors, j'ai pas compris les commentaires entre Samuel et Jérôme. Ok. On en a parlé hier. Ah mince, comme je pensais que Jérôme en avait parlé, je l'ai pas traité ce matin. Ok. Ben voilà, comme quoi, il faudrait peut-être qu'on se mette d'accord sur enlever les articles qu'on n'a pas fait finalement. Bon, c'est pas très grave, voilà. Mais désolé. En tout cas, voilà, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Autre chose intéressante liée au cardio fitness aussi, c'est qu'il va y avoir des notifications justement pour vous signaler lorsque vous avez eu un score en dessous de la moyenne pendant au moins 4 mois. Voilà, donc il y a vraiment une notion ça s'inscrit vraiment dans la durée, cette notion de mesure, donc c'est assez intéressant. Et voilà, je vais vous montrer, alors désolé, je bouge mon smartphone pour vous montrer, ah oui mais non, euh, ah, je peux pas. Est-ce que je peux vous montrer? Voilà, voilà, les captures d'écran, c'est ça que je voulais faire. Puisque je l'ai fait sur mon ordinateur, donc je ne pouvais pas vous montrer sur l'iPad. Donc voilà, vous pouvez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Et vous voyez sur le dernier écran que si votre niveau de fitness reste bas, vous recevrez une notification tous les 4 mois. C'est vraiment la dernière ligne pour vous demander d'activer les notifications sur cette fonctionnalité. Donc voilà, en tout cas, ils ont prévu ça. Euh, voilà. Donc pour ceux qui ont une Apple Watch, vous pouvez décider d'activer en tout cas cette fonctionnalité. C'est bien sur abonnement. Alors non, JPG au kilomètre, on ne parle pas du programme fitness d'Apple, hein. On parle de la mesure cardio fitness. C'est vrai que les noms peuvent être un peu confus, mais c'est deux choses différentes. Il y a à la fois le programme sur abonnement qui va vous donner accès à des cours sportifs, qui est une chose, et ça c'est sur abonnement, c'est disponible en ce moment que aux États-Unis et c'est payant. Et ça c'est vraiment mesurer votre niveau d'oxygène le maximum lors d'un exercice via l'Apple Watch. Et donc ce n'est pas payant, ce n'est pas sur abonnement, c'est accessible à tous et c'est accessible en France également. Donc c'est vraiment deux choses différentes. Mais tu as bien fait de poser la question, parce que je pense que tu ne devais pas être le seul, en effet, à potentiellement confondre les deux. Salut Arlard. Classe le lever de soleil en direct. Tu parles de ça, là? Qui simule peut-être un lever de soleil? Healthmate de WeThings est pratique en complément d'Apple Health. D'accord. Sachant que Healthmate peut tirer ses informations aussi de l'application santé d'Apple. Et tu trouves ça où? Dans l'app fitness ou sur la montre? C'est dans l'application de ta... alors attendez. C'est dans l'application Health voilà, l'application santé d'Apple. Je vérifie pour pas vous dire de bêtises. Voilà, c'est ça. Vous pouvez autoriser les notifications cardio fitness depuis l'application Health.
d'Apple directement sur votre iPhone, tout simplement. Voilà. Donc pour ceux qui étaient curieux, ça se passe comme ça. Mais j'ai pas de vrai soleil, hein. Je sais pas si vous avez vu un lever de soleil, mais le soleil il se lève pas là, c'est un lampadaire, je pense que vous avez vu. Hein, la lumière là, c'est un lampadaire, hein. Il va pas bouger. Voilà. Sinon, il écarte pas beaucoup hein, là où il est, hein, le soleil. C'est un reflet d'un feu. Non, non, c'est pas un reflet. J'en sais rien. Non, je pense que c'est un lampadaire. Euh, bref, on n'en sait rien. Pas de souci. Vous détaillez un petit peu mon décor, décor puisque c'est chez moi, mais voilà, donc je vous propose de continuer avec la prochaine news. On va parler un petit peu de Google. Après avoir parlé d'Apple, on va parler de Google, mais pas du tout sur le même sujet. On va pas parler de santé cette fois-ci, mais on va parler enceinte connectée. Et oui, puisque qu'est-ce qui se passe? Eh ben, tout simplement, certes on dit adieu à Periscope, mais c'est pas la seule chose à laquelle on dit adieu ce matin. On va dire également adieu au Home Max, l'enceinte de Google, le plus grand format. Je n'ai pas préparé mon iPad et du coup je ne peux pas vous montrer ce dont je parle, donc je vais juste prendre le temps d'ouvrir Flipboard sur mon iPad. Ça sera plus facile que de switcher la caméra de l'iPhone à chaque fois que j'essaie de vous montrer un truc. Hop, voilà. Donc pour ceux qui ne se souviennent pas à quoi ressemble tout simplement le Home Max, c'est la grosse enceinte rectangulaire là, que vous voyez, c'est celle-ci, qui est assez vilaine, faut le dire. Elle n'a pas trop d'intérêt. Mais voilà, donc le Home Max va s'arrêter. Elle est d'ailleurs en rupture de stock sur le site de Google, hein, que ce soit en couleur blanche ou noire. Et donc c'était vraiment l'enceinte qui promettait en tout cas une qualité de son vraiment supérieure. Et c'est vrai, Hippomonie, tu signales qu'elle est bradée à 149 euros. Alors en tout cas, elle était en rupture de stock aux États-Unis. Je n'ai pas vérifié en France, mais peut-être que vous pouvez encore la trouver chez des revendeurs type Fnac, Darty et compagnie. Et si c'est le cas, c'est vrai que généralement, elle est proposée à un très bon prix, puisque justement, c'était dans l'objectif a priori de Google de se débarrasser des dernières unités pour avoir une stratégie en tout cas de gamme produit cohérente, puisqu'ils veulent se reporter et se concentrer sur la gamme Nest, puisque vous le savez, il y a des nouvelles enceintes Nest. Alors je ne sais pas si vous le savez, moi je ne le savais pas, mais donc voilà, je vous le dis, mais il y avait des nouvelles enceintes Nest, donc qui utilisent vraiment la marque des objets connectés pour la maison hein, chez Google. Hein, maintenant, c'est tout sous l'ombrelle de Nest. Et donc du coup, voilà, pour simplifier un petit peu les marques, eh ben, ils vont arrêter en tout cas le Google Home Max. Voilà, voilà. Et donc c'est vrai que vous pouvez potentiellement la trouver à un bon prix. Et donc du coup, il vous encourage également à acheter à la place, pour ceux qui n'arrivent plus à trouver un Google Home Max, deux enceintes Nest Audio hein, pour avoir justement le mode stéréo et qui coûtera 200 $, mais qui reste du coup, c'est pas donné, mais ça reste beaucoup moins cher que le prix d'introduction du Google Home Max, même si aujourd'hui on peut le trouver quand même beaucoup moins cher. En tout cas, ils disent aussi que le support pour le logiciel de l'enceinte va continuer à être maintenu, donc pas de crainte à ceux qui acquièrent une enceinte Google Home Max aujourd'hui, a priori. On n'a pas de date hein, sur combien de temps ils vont supporter le logiciel de l'enceinte, mais a priori, voilà, ils veulent pouvoir le garder pour et je pense qu'ils vont faire de toute façon, enfin, ça reste quelque chose d'assez logique dans la gamme de Google. Mais elle ne va pas s'arrêter de fonctionner du jour au lendemain, donc pas de crainte là-dessus. Il y aura encore des mises à jour et elle va encore fonctionner. Ça n'a pas pu concurrencer le Echo Input qu'on pouvait brancher sur sa barre de son et HomePod.
Je ne connais pas les spécificités. Ce que je sais, c'est qu'il y avait un branchement auxiliaire sur le Google Home Max. Non, le Google Home. Oui, non, c'est le Home Max. Je me perds entre les différents noms de gamme et tout. Je sais qu'il y a un branchement auxiliaire qui est du coup assez pratique, mais qu'il n'y en a pas sur le Nest Audio par exemple. Donc ça ne conviendra pas, le changement en tout cas ne conviendra pas à tout le monde, donc attention à ceux qui s'intéressent pour avoir une enceinte de bonne qualité dans ce type d'enceinte connectée. Renseignez-vous un petit peu sur qu'est-ce qui pourrait convenir à vos usages. En tout cas voilà, c'est fini pour le Google Home Max. Et puis on continue avec le départ un petit peu de la journée, c'est évidemment Periscope. Periscope, donc l'application qui vous permettait de streamer en direct depuis votre smartphone sur Periscope et également Twitter, puisque ça a été intégré progressivement, évidemment, la fonctionnalité à Twitter. Et donc ça va continuer à exister. En fait, ils ont vraiment porté la technologie qui avait été construite et développée pour Periscope sur directement la plateforme Twitter. Et finalement, l'usage a vraiment plafonné jusqu'à même décroître sur Periscope. Il n'a pas trouvé son public, ou en tout cas peut-être que Twitter n'a pas investi en tout cas pour développer l'aspect social de Periscope. Et je ne dis pas ça comme une critique, en tout cas moi c'est l'impression que j'ai eue, c'est-à-dire que Periscope était toujours dans l'ombre de Twitter et n'a pas vraiment été acheté pour développer un nouveau réseau social, mais plutôt a été acheté pour sa technologie et son savoir-faire pour l'intégrer rapidement à Twitter. Ils n'ont pas fait d'investissement vraiment massif en termes d'acquisition d'utilisateurs, de communication sur le réseau social, etc. Donc le fait que justement l'usage décroît n'est pas vraiment surprenant en tant que tel, mais du coup évidemment ça a un coût aussi de maintenir ce produit, et donc du coup le coût devient bien trop important par rapport à ce que ça peut valoir pour Twitter et pour l'équipe de Twitter, et donc du coup c'est pour ça qu'ils ont pris la décision d'arrêter les frais justement avec Periscope. Pour rappel, Twitter avait acheté Periscope avant même que le service soit lancé. C'était en mars 2015, pardon. Et c'est intéressant parce qu'à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'était la grosse fureur de ces applications de streaming depuis le smartphone, notamment avec l'arrivée de Meerkat, qui a été un des premiers services, si ce n'est le premier, à faire fureur et avoir vraiment un aspect viral en termes de streaming de user-generated content depuis le smartphone. Et d'ailleurs, Meerkat qui a pivoté dernièrement pour devenir House Party. Vous savez qu'on en avait pas mal parlé lors du premier confinement notamment. Je fais une petite pause. Et je me brûle en même temps. C'est merveilleux. Mon thé est trop chaud. Tout centralisé sur Twitter, ça aura plus d'intérêt. Oui, Louis Grasset, c'est vraiment d'un point de vue stratégique, c'est tout à fait logique. Je pense que Twitter, ils ont déjà des difficultés en termes de croissance et à démocratiser l'accès à Twitter. Je ne vois pas en quoi le streaming vidéo les aurait aidés et diviser un petit peu l'effort d'adoption sur deux services différents faisait pas vraiment de sens. C'est pour ça que je pense que vraiment ils avaient aucune intention de développer, enfin c'est facile de le dire maintenant qu'ils disent qu'ils arrêtent, mais pour moi, c'était assez évident ils avaient acheté Periscope pour intégrer la technologie rapidement sans passer des années à développer un service de streaming efficace. Surtout quand on ne vient pas d'une nature de streaming vidéo. Twitter, c'était quand même text-based, basé sur le texte. Excusez-moi pour les anglicismes. Mais voilà. Twitter a racheté Squad, une application de partage de contenu. J'ai entendu dire qu'ils allaient remplacer Periscope par Squad. Alors là, vous m'apprenez quelque chose, Cinema Strange et Jack Cunningham. Alors, je ne connais pas du tout Squad, donc j'ai raté l'info. Je ne sais pas trop de quoi ça parle. Vous me dites que c'est du partage de contenu. Donc, ça peut tout à fait soit venir s'ajouter à ce que peut proposer Twitter déjà dans son service, soit tout simplement améliorer
améliorer la technologie existante. Je pense que, enfin voilà, des fois en fait c'est plus facile d'acquérir une société pour sa technologie plutôt que de passer du temps en développement, en recherche et développement tout simplement, des mois, etc. pour délivrer quelque chose. Je pense que Twitter, ils sont vraiment à un moment où il faut qu'ils prouvent que la croissance peut se passer, quoi. Et donc augmenter les interactions, augmenter la facilité d'usage de la plateforme. Squad a été racheté pour sa technologie, mais aussi tout simplement pour empêcher la concurrence. Oui, c'est aussi tout à fait, c'est tout à fait une raison plausible, Louis. Squad permettait de faire des appels de groupe. Ah, c'est intéressant, Louis, parce que justement, c'est ce qu'on avait. Il me semble qu'on en avait parlé je pense il y a un mois environ, où justement, c'était potentiellement dans les cartons de développement de Twitter, ce type de fonctionnalité. Donc, comme quoi, voilà. C'est là, on est vraiment dans, voilà, étendre un petit peu les fonctionnalités possibles en termes de communication. Donc voilà, RIP notre très cher Périscope, euh, où nous, finalement, on en était parti relativement rapidement, puisque l'ambiance et la qualité des interactions n'étaient pas au rendez-vous. Et c'est vrai que c'est marrant quand même, je trouve qu'on n'a pas forcément le même problème, on n'a pas eu forcément le même problème sur YouTube ou sur Twitch, par exemple. C'est vrai que choisir sa plateforme où on stream, puisque finalement c'est la troisième fois, hein, enfin c'est la deuxième fois qu'on change et c'est le troisième service qu'on utilise avec Twitch, puisqu'on a commencé sur Periscope, on a changé sur YouTube et aujourd'hui depuis septembre on est sur Twitch. Moi personnellement, même si j'ai des gros doutes sur l'interface de Twitch en elle-même, je trouve qu'en termes de live, d'interaction et de possibilités d'interaction et de rémunération intelligente des créateurs, Twitch est vraiment, vraiment intéressant enfin, très loin devant YouTube sur ce créneau-là en tout cas. Et c'est vrai que tant qu'on ne l'avait pas testé, moi personnellement je ne connaissais pas du tout Twitch, je ne me rendais pas compte un petit peu de la distance qu'il y avait entre ce que pouvait proposer YouTube et Twitch, quoi. Mais c'est vrai que je ne sais pas d'où ça peut venir, le fait de la qualité des échanges. Peut-être que le Périscope, il y avait vraiment une notion de n'importe qui pouvait venir. Bon, c'est le cas aussi de Twitch, hein, mais peut-être qu'on ne touchait pas forcément notre cœur de cible. Et du coup, on avait vraiment des personnes qui étaient peu engagées sur le contenu et qui faisaient des remarques inintéressantes, voire offensantes. Moi, personnellement, voilà, parler de technologie en live sur Periscope, c'était pas un plaisir à l'époque. Et donc du coup, c'est vrai que voilà, là, je retrouve en tout cas YouTube, Twitch, et c'est vrai que je m'amuse un peu plus avec Twitch. On retrouve vraiment ce plaisir d'interagir avec vous en tout cas. Twitter est en train d'étendre le côté social sur le plan des amis. Instagram a un côté plus complet. Twitter tente de les rejoindre. Avoir ses amis et avoir des fonctionnalités spécifiques, c'est encore un manque sur Twitter. Je pense que Louis, je vois pas exactement le... Enfin, pour moi, Instagram et Twitter vont pas forcément dans la même direction. Instagram, clairement, pivote d'un côté marchand, e-commerce. Facebook très clairement essaye de pivoter sur un angle e-commerce. Ça se voit avec les onglets shopping, toutes les fonctionnalités pour pouvoir acheter directement dans les applications, mise en avant des prix, etc. Les pages business, etc. C'est pas du tout, en tout cas moi c'est ma perception personnelle, mais c'est pas du tout en tout cas le positionnement de Twitter actuellement. Twitter, tu vas retrouver là-dessus plutôt du service client. Notamment, tu vas retrouver tous les SAV des marques, etc. Moi, je vois souvent des plaintes sur la qualité du réseau Internet, par exemple, ou de la 3G, etc., enfin 4G. Donc, c'est assez rigolo. Et tu n'as pas du tout ça, par exemple, sur Instagram. Donc, c'est intéressant comment la nature même des plateformes où Instagram c'est très très visuel et donc ça va pouvoir permettre de mettre en avant ses produits. Voilà, ça va pouvoir ouvrir la porte à du e-commerce par exemple. Alors que Twitter, qui n'a pas cette emphase sur le visuel, ne va pas pouvoir mettre en avant forcément des produits et donc ne va pas forcément mettre l'accent non plus sur l'aspect e-commerce. Donc à voir, en tout cas rien n'est gravé dans le marbre, ce sont des services qui évoluent tout le temps avec leur temps, donc ce serait intéressant à suivre.
Voilà, donc voilà pour Periscope, c'est la fin. Ils nous ont accompagnés pendant un bref moment. Voilà. Merci Apple Master, tu nous dis que tu adores notre chaîne YouTube. Un grand, grand merci à toi. Instagram, ça a bien changé, c'est clair que ça devient ultra business. Ça n'a plus l'âme du temps où c'était réservé uniquement aux possesseurs d'iPhone. T'es un peu élitiste dans ton commentaire, Big Chris. Réservé uniquement aux possesseurs d'iPhone. Non, je pense que plutôt au début, on se disait que c'était vraiment ancré photographie et finalement, ils ont vraiment étendu ça à d'autres choses. Mais c'est vrai que ça a beaucoup, beaucoup changé. Les bots russes sur Periscope, c'est clair. Oh là là, ces dames, c'est clair. Oh, je m'en rappelle de ça. Merci de le souligner, Marion. Twitch est bien naze pour les utilisateurs, surtout sur smartphone. Ah, je savais pas, Ivy Barrel. Le seul problème de Twitch, c'est trop gaming dans l'interface. J'aimerais une interface plus pro, moins enfant. Je trouve pas que ça fasse enfant, mais c'est clairement gaming. Pour moi, c'est pas la même chose. Gaming égale pas forcément enfant. mais mais c'est un peu trop gaming aussi à mon goût. Mais en termes de fonctionnalité et d'interaction, de possibilités d'interaction avec la chatroom, c'est hyper intéressant. Tu vois. On peut faire des sondages, etc. On a des interactivités supplémentaires par rapport à YouTube. Enfin, il y a vraiment des choses très malines pour permettre de dynamiser un échange en live et de garder l'attention des personnes. C'est ça qui est vraiment intéressant. Voilà en tout cas pour l'article. Vous êtes trop intéressant, du coup j'arrive pas à changer d'article tech, mais je vous propose qu'on enchaîne avec des petites brèves qui m'ont interpellée. On voit que le secteur de la musique essaye de se réinventer. Alors c'est vrai qu'on a pas mal parlé de Hollywood qui essaye de se réinventer, notamment la semaine dernière on en a pas mal parlé, mais pas que. Il y a également le secteur de la musique qui essaye de se réinventer. Comment garder le contact avec ses fans, comment continuer à pouvoir se rémunérer et à créer des projets autour de la musique. C'est assez intéressant de voir ce qui se passe. Et il y a des initiatives qui existaient déjà avant et des nouvelles initiatives ou des initiatives qui s'améliorent, notamment avec des concerts en live augmentés, etc. Donc c'est assez intéressant. Et ce qui m'a interpellée un peu cette semaine, parce que ça touchait des artistes que j'aime particulièrement, c'est notamment Julian Casablancas. Donc ça c'est le leader de The Strokes, groupe américain de rock ultra connu, et également leader de The Voids, un peu moins connu mais quand même. Voilà, donc Julian Casablancas qui va avoir sa propre radio dans le mode online de GTA V. Donc ça c'est assez intéressant, ça va être une radio qui s'appelle... pour ceux qui la cherchent, je vais vous donner le nom quand même, parce que quand on sait que c'est une radio que lui va pouvoir définir, ça promet de la qualité. Voilà, sa propre station de radio, elle va être appelée Cult 991 Vespucci Beach. Voilà, donc vous avez l'article de toute façon dans le Flipboard de Nowtech si vous cherchez le nom de la radio dans GTA V qui va être proposée par Julian Casablancas. On nous promet en termes de titres, notamment des morceaux de David Cross, Tony Mac ou Mac DeMarco. Voilà, donc de la qualité pour rouler voilà, au volant de votre véhicule en GTA V. Donc voilà, c'est pas le premier, c'est loin d'être le premier artiste à avoir sa propre radio dans GTA V. Mode étant Marion fan, ah non mais complètement. Mais c'est quoi cet emoji? C'est quoi cet emoji? Non mais n'importe quoi. J'ai pas vu passer ça, j'ai pas donné mon approbation pour cette espèce de tête émerveillée que vous partagez de moi dans la chatroom. Mais oui, je suis complètement fan de The Strokes, c'est clair. Notamment leur dernier album est une petite merveille. Mais au-delà de ça, voilà, comme je vous... Ah, mais non, arrêtez. Sam Rush, On Off Web, on se calme. Ok, c'est la guerre de... Ah, pas mal, FR Jess. J'aime beaucoup celui de Jérôme, là, que tu as partagé. Bref. C'est très compliqué de garder sa concentration ce matin. Hein. Là, je suis désolée, mais je suis un petit peu éparpillée. Mais en même temps, c'est rigolo.
Ça pourrait être une tête de film de Noël quand la belle voit le riche villageois, qui est un prince pas mal en effet, Bécris. Bref, on enchaîne, comme je vous disais, c'est vraiment pas le seul artiste à avoir sa radio sur le mode online de GTA V, puisque au préalable, on avait déjà eu entre autres Frank Ocean, Soulwax, Danny Brown, Skepta, Twin Shadows, Boosty Collins, Flying Lotus, qui avaient, entre autres, hein, je les ai pas tous cités, qui ont déjà eu leur propre station voilà, dans le jeu, et je trouve ça vraiment assez sympa, en tout cas pour personnaliser l'expérience. Et c'est vrai que la musique dans un jeu où on conduit une voiture, je simplifie évidemment largement, c'est quelque chose assez emblématique hein, pour tout conducteur. On sait que la musique, c'est assez cool. Euh, voilà. J'essaie de garder mon sérieux et de ne pas être trop distraite par vos commentaires, mais c'est compliqué. Autre chose, autre Easter egg qui était assez sympa également dans le jeu GTA V, c'est que il y avait également des missions où vous pouviez carrément escorter des DJ célèbres comme Solomon Tell of Us ou The Blessed Madonna. Il y avait également les internautes la semaine dernière ont également découvert qu'il y avait Tyler the Creator qui a doublé carrément un personnage complètement anecdotique perdu au fin fond du jeu. Donc il y a des petites perles comme ça, des Easter eggs à trouver. Qui sont assez cool et qui permettent aussi de connecter les artistes avec potentiellement leur fanbase, voilà, en dehors de juste purement la musique. Donc il y a différents moyens de le faire. Mais comme je vous disais, Julian Casablancas, c'est pas le seul artiste à essayer d'atteindre sa fanbase à travers des jeux vidéo, puisqu'il y a également cette semaine Grims, qui a composé 2 titres, notamment pour le nouveau jeu dont tout le monde parle en ce moment, c'est Cyberpunk 2077. Je sais que vous êtes tous au courant puisque je sais que Jérôme en a parlé hier. Donc je ne vais pas m'étendre sur le jeu, mais juste pour signaler que Grims, l'artiste on va dire indépendante, alt pop, etc., a justement composé 2 titres pour le jeu Cyberpunk 2077. 1, 2, 3, excusez-moi. Et c'est assez intéressant parce que justement, elle est plutôt dans son univers musical et dans son univers d'artiste, elle est plutôt pas mal choisie pour composer la bande-son de Cyberpunk 2077. Je trouve que dans son univers fit pas mal avec le jeu, quoi. Cyberfail 2077. Ah, vous êtes dur, vous êtes dur. Oui, alors Cinema Strange, Grims a été connue et reconnue avant d'être la femme d'Elon Musk. Donc, désolé, hein, mais ce genre de message comme ça, où on définit une femme artiste par le fait qu'elle est avec quelqu'un, un homme célèbre, ça me gêne profondément. Sachant que c'est quand même une artiste reconnue à l'échelle internationale, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Hein. Moi, j'écoute pas forcément sa musique, mais voilà. Avant d'être la compagne d'Elon Musk, c'est quand même une artiste. Voilà. Cinema Strange nous dit justement qu'il connaît Grims depuis 10 ans. Ah ouais, ça fait autant de temps qu'elle est artiste. Bah, tu vois, voilà, je savais même pas. Parce que c'est vrai qu'elle a un visage, elle fait pas vieille du tout, quoi. Bon, en même temps, elle fait pas... Ouais, elle fait pas vieille, quoi. Mais bon. Donc voilà, en tout cas, Grims, voilà, qui a composé pour le jeu. Et autre musicien qui se réinvente et qui réinvente aussi la manière de communiquer avec les fans en streaming, c'est notamment Gorillaz. Alors je ne sais pas si vous avez suivi... 1, 2, 3. Je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu le live et les événements de ce week-end avec Gorillaz, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement en direct de Londres ce week-end, le groupe a proposé un concert en virtuel, hein, du coup à distance, en live, en ligne, et notamment avec 3 concerts prévus en live stream, tout simplement pour pouvoir s'adapter en fonction des créneaux horaires des différentes parties du monde. Ça arrive souvent, hein, je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu ces artistes qui proposent des concerts, mais généralement ils vont proposer différents temps et moments à quelques jours d'intervalle de concert pour pouvoir s'adapter à tout leur public à l'échelle internationale. Donc ça c'est assez cool, et tout simplement c'était pour célébrer leur dernier album Song Machine qui était sorti cette année.
avec tout un tas de collaborations et notamment avec une collaboration avec Georgia dont je vous avais présenté son deuxième album Seeking Thrills en début d'année. Voilà, donc pour ceux qui se souviennent, elle a fait notamment une collaboration avec Gorillaz et on voit à un moment donné dans une des bandes annonces, on la voit justement en train de se préparer dans les coulisses pour le concert parce qu'elle faisait partie des quelques artistes présents en live lors de ces représentations. Tout le monde n'était pas présent, notamment Elton John n'était pas présent. J'ai un doute. Donc au lieu de vous dire une bêtise, je vais juste vérifier. Oui, bon, bah, j'avais un doute, je ne sais pas pourquoi j'ai eu un doute. Robert Smith, lui, était de The Cure, hein, était en hologramme. Et il paraît que ça marchait vachement bien, que c'était assez impressionnant. Alors moi, je n'ai pas suivi le live. Il fallait pouvoir payer 15 € pour assister au concert en direct. Et vous pouvez encore l'acheter pour la somme de 15 € pour le voir a posteriori, hein, de la même manière qu'on peut acheter un DVD de concert après. Vous pouvez encore acheter sur le site. Vous avez le lien sur l'article de Consequence of Sound que je vous ai mis dans le Flipboard Nowtech pour ceux que ça intéresse, pour ceux qui souhaitent suivre et voir le concert, la représentation de concert de Gorillaz. Et donc il y avait vraiment un entremêlement hein, entre tout ce que c'est faire Gorillaz, c'est-à-dire à la fois la performance live, à la fois l'aspect technologique avec des hologrammes, etc. et à la fois l'aspect animation, puisqu'on retrouvait évidemment les comparses du groupe Gorillaz en version animée qui faisaient des gags, etc. Et on les retrouvait à la fois sur le grand écran derrière, mais aussi avec des courtes sessions animées entre certains morceaux. Donc voilà, on avait vraiment toute l'expertise, on va dire, de l'univers Gorillaz qui était ressortie. Et on avait notamment aussi des interviews en avant pour présenter le concert de Damon Albarn et Jamie Hewlett. Et on retrouvait évidemment les 4 avatars animés des musiciens. Et donc il y avait à la fois l'interprétation de la majorité du dernier album de Gorillaz, mais également d'autres titres très très connus du groupe. Et donc c'était, comme je vous disais, 15 € par spectacle, en direct du sous-sol de Kong Studio, voilà le QG imaginaire hein, du groupe. Et donc, avec une performance assez bluffante. Alors oui, voilà, ni Robert Smith ni Beck n'étaient présents, mais on pouvait les retrouver soit sur grand écran, soit sous forme d'hologramme. Voilà, certains étaient présents. On avait notamment, donc comme je vous disais, Georgia. On avait également les choristes. Mais on avait également Peter Hook aussi, Slow Tie était là. Donc voilà, ça a quand même fait un show de 1h20 voilà, qui n'avait pas eu de problème technique. C'est assez rigolo parce que dans une des bandes annonces, on voit Jamie Hewlett qui stresse un petit peu à l'idée d'avoir un problème technique. Donc c'était assez rigolo. Donc Dua Lipa l'a fait il y a 2 semaines avec un concert absolument génial. Bah voilà. Non mais en tout cas Gorillaz c'est pas le seul à avoir fait en effet ce type de concert. Il y a plein d'artistes depuis même le premier confinement ou même avant hein, qui avaient fait ce genre de choses. Mais là ce qui était intéressant c'est vraiment alors je sais pas comment elle l'a fait hein, Dua Lipa, mais là c'était vraiment l'association à la fois technologique et créatif dans un live qui ressemblait pas forcément à un live mais qui était un peu augmenté. Donc c'est assez intéressant comment on peut réinventer la définition de performance live. Avec Gorillaz quoi. 15 € le ticket. Electribe 45. Ce type de concert, c'est mieux qu'un concert fermé, c'est génial. C'est intéressant d'avoir ton retour, Vincent, là-dessus. Euh, donc je lis un petit peu vos commentaires. C'est intéressant. Pourquoi tu trouves que justement ce type de concert c'est mieux, Vincent? Ça m'intéresse. Parce que moi personnellement j'ai du mal à sauter le pas. Hein. Là c'est vraiment personnel. En fait j'adore les concerts live, mais je sais pas où revoir les concerts auxquels j'ai assisté.
parce qu'il y a une portée émotionnelle. Ça me fait repenser et replonger dans le moment où j'étais vraiment en live. Genre par exemple, le concert de Paul McCartney auquel j'avais assisté, pour moi c'est vraiment très émouvant parce que c'était un rêve de gamine. Et revoir le concert auquel j'ai assisté, c'est juste magique. J'avais un tel moment d'émotion à ce moment-là que voilà. Mais par contre, assister à un concert, enfin regarder un concert ou revoir un concert auquel j'ai pas assisté, là ça me fait plus, voilà, en mode ah, j'aurais trop aimé y être, quoi. Un peu frustrée. Mais par contre, regarder en live un événement où il n'y a pas forcément de public, je sais pas, tu vois. C'est vrai que je suis assez curieuse de Gorillaz. J'achèterais peut-être la vidéo juste pour voir un petit peu ce que ça donne parce que j'ai pas eu le temps de le regarder hier soir et j'aurais bien aimé le voir. Mais du coup, je sais pas, j'ai pas d'avis là-dessus parce que je sais pas ce que ça donne. J'ai du mal à me représenter. Est-ce que je vais suffisamment être captée pour suivre et pas prendre mon smartphone entre-temps? Je ne sais pas du tout, vraiment. Et je pense que ça dépend des gens aussi, hein, mais tant qu'on n'a pas essayé, on ne peut pas savoir. Après, Gorillaz, ça fait longtemps qu'ils font des concerts avec ce genre de techno et des feel good. Ouais, enfin là, il y avait quand même un saut en termes technologiques où il y avait des hologrammes, etc. en direct, il y avait des coupures d'animation en entracte, etc. Enfin, tout ça en live, en streaming live, c'est pas tout à fait la même chose. Enfin, ils le disaient eux-mêmes, hein, je connais pas tous les détails de complexité technique, mais c'est ce qu'ils disaient, ils avaient vraiment fait quelque chose d'unique. Dua Lipa, elle avait Angel, Kylie Minogue, Elton John et Miley Cyrus en enregistré. Et un format génial aussi. Ouais, tu vois, l'aspect enregistré, moi, me saoule un peu, en fait. Tu vois, ça me gêne, en fait. Pareil, tu vois, je lisais l'article des Inrocks qui disait l'interprétation des titres était vraiment parfaite. En fait, je sais pas ce que je cherche quand je vais dans un concert. Je ne souhaite pas écouter l'album. Si je veux écouter l'album, je reste chez moi, je serai mieux installée et j'aurai une qualité de son qui sera meilleure en général. Euh, Ce qui m'intéresse, c'est la réinterprétation des titres en live, comment les pousser plus loin en fait, comment les réinterpréter, les présenter sous un nouveau jour, etc. Et il y a des artistes qui sont plus ou moins bons à ça, hein. Voilà, c'est un vrai talent de pouvoir faire ça. Et tous les groupes ne le font pas. Moi, je sais que personnellement, une des choses que j'aime, et c'est vraiment personnel, hein, encore une fois, ce que j'aime vraiment, c'est pas retrouver du tout les titres exacts de l'album, mais c'est plutôt les redécouvrir. Voilà. Et donc, du coup, tu vois, l'aspect enregistré, ça m'intéresse pas trop, quoi. Après, assister à un concert, c'est mieux, mais en version filmée, c'est mieux parce que c'est plus créatif. Oui, je pense que Vincent, tu soulèves un bon point. Je pense que ça ouvre de nouvelles portes sur un espace créatif qui n'était pas forcément possible en live présentiel. Donc il y a ça potentiellement, tout à fait. Et potentiellement enrichir, tu vois, le contenu avec des interviews en backstage, des contenus un peu exclusifs, etc. Que du coup en live, ce sera peut-être un peu plus difficile à mettre en place, en présentiel en tout cas. C'est sûrement deux expériences très différentes avec d'un côté le plaisir de la foule et son ambiance. Je pense qu'il y a ça aussi, hein. Pour moi, j'adore ça. Je sais que Jérôme, c'est plutôt ce qu'il déteste. Mais moi, être dans cette foule où on ressent tous cette magie du live, être un peu en communion, c'est un peu ce genre de grand rassemblement, hein. C'est à la fois être en communion pour une même cause, ici la qualité de la musique d'un artiste, c'est quelque chose qui moi m'émeut beaucoup. Et d'autre part, pouvoir profiter d'une création artistique différente derrière son écran. Ouais, et en effet, le degré et les possibilités de la création artistique à la fois en live présentiel et à la fois en live streaming ne sont pas exactement les mêmes et donc vont pouvoir permettre des choses dans l'une et dans l'autre qui sont différentes, quoi. Tout à fait. L'intérêt du live at home, c'est que la bière devient abordable. Pas mal on-off web. Donc à voir en tout cas. La bonne odeur de sueur, weed, mauvaise bière qui colle au sol. Ouais, mais en même temps, ça t'aide à, tu vois, à rester debout, la bière qui colle au sol, parce que du coup, tu peux pas facilement... non, moi, je rigole.
Donc voilà, en tout cas, comme je vous disais, les artistes se réinventent pour proposer des choses différentes et des nouvelles manières de créer. Donc ça, rien que ça, c'est assez intéressant. Voilà, je vous propose de terminer. Je voulais quand même vous parler de Disney+, mais avant d'enchaîner avec la tartine, je vous propose quand même de rapidement mentionner notre sponsor que vous connaissez bien puisque c'est Shadow PC, le PC dans le cloud qui vous permet tout simplement de profiter d'un PC, de la puissance d'un PC à distance sans avoir à investir chez vous et à maintenir chez vous du matériel haut de gamme. Donc c'est assez facile et un bon confort d'utilisation. Et pour ceux qui souhaitent tenter de gagner un mois de Shadow PC, je vous invite tout simplement à regarder soit dans la chatroom, soit dans la description de l'émission pour voir les modalités de participation. C'est très très simple. Le tirage au sort se fait chaque semaine et est annoncé le vendredi et vous pouvez retenter votre chance si vous n'avez pas déjà gagné. Voilà, ça vous permettra de tester en conditions réelles chez vous. Donc comme je vous disais, je voulais vous parler un petit peu pour la tartine de ce matin de Disney+, et des annonces suite à la réunion des investisseurs vendredi dernier. Alors il y a eu plein d'annonces de contenu, donc là je vais peut-être pas forcément vous récapituler toutes les annonces de contenu, mais il y a eu des annonces Star Wars, que ce soit en série, en film, il y a eu des annonces de séries Marvel, il y en a une qu'on attend déjà, bref, plein de choses, des programmes pour enfants, enfin voilà. Mais ce qui est assez intéressant également, c'est le service en lui-même, Disney+. Qu'est-ce qui se passe et la stratégie de la boîte quant à ce service. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que le prix de Disney+ va augmenter en 2021, plus précisément à partir de février 2021. Il y aura une hausse de 2 euros. Ça passera donc de 6,99 € à 8,99 €. Donc voilà, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés et qui statent, si vous voulez profiter du prix un peu moins cher, vous pouvez vous abonner juste avant février 2021. Comme ça, vous bénéficierez encore pendant 6 mois de ce prix un peu plus avantageux de 6,99 € avant le changement de prix. Et pour ceux qui sont déjà abonnés, vous aurez un changement de prix direct en février 2021. Voilà, et donc tout simplement pourquoi une hausse de prix? A priori c'est assez lié à l'arrivée d'une nouvelle section, une overdose d'annonces PFTLI. Je pense que tu résumes assez bien les annonces en effet de contenu de Disney+. Il y en avait dans tous les sens, mais c'est assez intéressant de voir un peu le boulot et l'investissement que Disney est prêt à faire dans la plateforme. Et donc du coup, comme je vous disais, le prix augmente et ça c'est lié aussi à l'arrivée d'une nouvelle rubrique sur Disney+. Et je peux vous montrer un peu la plateforme actuelle, puisque nous on est abonnés. Voilà. Hop. Donc tout simplement, donc là vous voyez mon compte, vous voyez Pascal de Tangled. Ici, c'est mon petit avatar Disney. Je vous laisse deviner celui de Jérôme. C'est Baby Yoda. Enfin, Gorgou maintenant. Et donc, vous voyez, j'arrête de faire des digressions. Vous voyez ici qu'il y a plusieurs univers Disney. Et en fait, il y en aura un nouveau qui va s'appeler Star et qui correspondra à du contenu un peu plus adulte sur la plateforme et notamment des programmes tirés de voilà, l'offre Disney incorporée à Disney+, et qui va être tirée notamment des studios ABC, FX, Freeform, Searchlight, 20th Century Fox, enfin 20th Century parce que le Fox est parti, et notamment la série Atlanta qui faisait partie du studio, notamment Handmaid's Tale qui fait partie de Hulu. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vrai que si on traverse l'Atlantique, aux États-Unis, il y a déjà un service de streaming qui appartient à Disney qui s'appelle Hulu et qui propose du contenu plus adulte. Alors quand je dis contenu plus adulte, il y aura toujours des rigolos pour rigoler en disant sexe. Mais non, on ne parle pas de ça. Voilà, donc du contenu plus adulte puisque Disney a un positionnement familial, on le sait, avec des dessins animés, des films, voilà,
pas bien pensant, mais bon, suffisamment adapté en tout cas à un jeune public, ce qui est important. Et du coup, ils avaient Hulu comme un service distinct pour leurs programmes plus adultes. C'est vrai que, par exemple, présenter The Handmaid's Tale à un jeune enfant, ça peut être un peu perturbant. Voilà, je sais pas, hein, mais bon, c'est pas forcément le premier programme qui viendrait en tête pour présenter à un enfant. Et donc, du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, tout le contenu de Hulu, a priori, ils vont le rapatrier justement dans cette section Star. Alors, pas que Hulu, hein, mais voilà, tous les programmes et tout le contenu que peut produire Disney via différents studios, etc., ils vont le mettre dans cette rubrique Star. Alors, à prendre avec des pincettes dans qu'est-ce qui va arriver en France, etc., dans quelles conditions, dans quel délai, etc., puisque vous le savez, en France, Disney respecte la chronologie des médias. Plus, il y a toujours la négociation des droits qui se fait, puisque les droits aux États-Unis sont aux États-Unis et en Europe, ou en tout cas en France, il va falloir négocier aussi les droits pour chacun des pays, etc. Ce qui complique évidemment la stratégie de contenu et même la stratégie tout court de ce type de médias en tout cas. Donc du coup, on ne sait pas encore tout à fait dans quel délai les contenus vont arriver et lesquels seront disponibles sur Disney+, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura cette rubrique Star qui va arriver a priori du coup en février. Disney est résolument une locomotive inarrêtable dans la guerre du streaming. Marc, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que ce qu'il faut noter aussi, c'est le nombre d'utilisateurs aujourd'hui. Donc, ce que je voulais vous dire, j'essaie de vous retrouver. Voilà. Donc, ce qu'on sait, c'est que Disney a annoncé qu'ils ont plus de 137 millions d'abonnés à travers toutes leurs plateformes de streaming à l'échelle internationale, puisque comme je vous dis, ils ont Disney+, ils ont Hulu, etc., etc. Mais ce qui est encore plus intéressant quand même, c'est qu'ils ont 86 millions d'abonnés uniquement sur Disney+. Le truc s'est lancé il y a 1 an. Voilà, juste en perspective. Hein. Sur un marché déjà pas mature, mais adolescent, on va dire. Ça comme ça. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont réussi à atteindre donc 86 millions d'abonnés. Juste pour revenir à l'annonce de la sortie de Disney+, à l'époque, c'était donc en 2019, les exécutifs de Disney avaient projeté entre 60 millions et 90 millions d'abonnés à l'échelle internationale à Disney+, d'ici 2024. 2024, hein, dans 4 ans. Ils ont déjà atteint cet objectif en 1 an. Et moins d'1 an en France, puisque nous, c'est sorti en février-mars, à ces alentours-là. Donc voilà. Donc après, c'est vrai qu'ils ont eu voilà, une proposition et une projection plutôt prudente, puisqu'ils avaient projeté le même nombre que Netflix avait mis pour atteindre en 5 ans cette croissance-là. Ils s'étaient calés là-dessus. Mais quand même, ça reste super impressionnant en 1 an d'avoir réussi à atteindre leurs chiffres. Donc c'est vraiment une grosse locomotive en termes de médias. C'est pas une société technologique, c'est ça aussi qui est intéressant dans une société où aujourd'hui on ne fait que parler des sociétés technologiques type Google, Apple, Amazon et compagnie. Et en fait ici sur le streaming, lorsqu'on parle du coup de Netflix, de Prime Video, d'Apple TV+, de Disney+, on est vraiment plutôt sur une guerre de médias, puisqu'en fait l'offre et l'attraction de l'offre va être définie par l'offre de contenu. Donc c'est ça qui est assez intéressant et c'est vraiment une stratégie de communication autour du contenu et pas de communication sur le service en lui-même. Donc assez intéressant comme focus, quoi. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus Ah oui, autre chose intéressante, donc en effet on se dit aujourd'hui Disney+ a un positionnement plutôt familial. Si on met du contenu adulte, comment on fait pour s'assurer du coup que les enfants quand ils utilisent l'application ne vont pas tomber sur du contenu pas adapté pour eux? Eh bien ils ont mis en place tout simplement une manière de vérifier qu'on a plus de 18 ans en saisissant un mot de passe. Donc je ne sais pas exactement comment va être l'expérience, ça m'étonnerait
m'étonnerait qu'ils vous demandent votre mot de passe à chaque fois que vous essayez d'accéder à un contenu adapté pour les plus 18. Je pense qu'ils vont vérifier votre profil la première fois où vous le faites. Donc à voir. Il y aura peut-être un contrôle parental, etc. Confinement et bébé Jérôme, Yoda, ça aide, mais ils ont battu leurs prévisions. Oui, c'est sûr, Erlad, tu fais un très très bon point. C'est vrai qu'avec le confinement, c'est sûr que la consommation streaming a été complètement boostée, surtout qu'on ne peut plus aller au cinéma, etc. Donc potentiellement, des personnes qui n'avaient pas encore sauté le pas sur des abonnements streaming l'ont peut-être fait cette année. Mais n'empêche, confinement mis à part, voilà, ça reste quand même, en effet, ils ont battu leurs prévisions, ça reste assez impressionnant. Et autre chose intéressante, c'est qu'est-ce qui va advenir du coup de Hulu. Alors vous dans la chatroom, vous allez me dire, mais je m'en fous de Hulu, de toute façon c'est pas disponible en France, on connaît pas cette marque, on s'en fout. Eh ben c'est un peu ce qui se passe. C'est-à-dire qu'en effet, Hulu aujourd'hui, eh ben, ils sont un petit peu dans la panade, c'est-à-dire qu'ils sont pas connus outre-Atlantique. Et en fait, la marque Disney, elle, est connue à l'international. Et donc, ce shift de pouvoir proposer tout le contenu de Disney dans une app, en total, c'est un vrai avantage et ça sera beaucoup plus facile à marketer à l'international. Donc, ça sent un peu mauvais pour Hulu, moi je dirais. Hein. Clairement, on voit que les exécutifs de Disney mettent le paquet, en tout cas sur le streaming et la production de contenu, sur Disney+. Donc ça serait intéressant à suivre, mais a priori ça sent pas bon du tout pour Hulu. Imagine Apple qui achète Netflix. À voir. Mais Apple, ils ont du chemin à faire hein, là-dessus. On sent qu'ils se sont pas trop, ils se sont pas trop concentrés sur le streaming. Alors peut-être qu'ils, pour l'instant, ils font un peu comme Apple Music, ils comptent sur la simplicité de l'abonnement et le fait que ça soit dans cette galaxie de services et d'appareils d'Apple pour convertir les gens vers des abonnements, à voir si ça fonctionne. Ça a fonctionné pour Apple Music, hein. Mais je suis pas sûre que ça fonctionnera pour la vidéo, j'en sais rien. Donc voilà pour Disney+, je voulais prendre un petit peu le temps d'en parler avec toi. Ils vont pas supprimer Hulu car Hulu reste là avec toutes les chaînes en direct pour les États-Unis et pour l'instant, j'ai du mal à comprendre ton message lag, mais je suis d'accord, je pense que dans un premier temps, ils vont pas forcément supprimer Hulu directement, mais en tout cas, ils vont pas forcément le booster à l'international. C'est surtout ça. C'est-à-dire que c'est pas la priorité de développer Hulu pour l'instant. Stars devrait arriver, la rubrique devrait arriver en février 2021 du coup. Voilà, voilà. Du coup, bah, écoutez, c'est la fin de l'émission. Si vous avez une ou deux questions avant de partir, parce que j'ai encore un peu le temps, on est tranquille là, 8h59, on est tranquille, on est dans les temps, pour une fois que j'ai réussi. Ils peuvent garder Hulu aux États-Unis, ça fait de la segmentation, et chez eux, et chez ceux pour qui Hulu existe, pas le rajouter, et c'est tout. Attends, alors, ils peuvent garder Hulu aux US, oui, et chez ceux pour qui Hulu n'existe pas, le rajouter et c'est tout. Oui, sauf qu'en fait, ils vont rajouter Stars en Disney Plus partout. Pas que là où il y a Hulu qui n'existe pas. Donc c'est ça qui est intéressant. Tu vois. C'est la fin du monde, le soleil vient de s'éteindre. Non, pourtant le lampadaire est toujours là. Hein. Et vous voyez, il n'a pas bougé. Hein. Une offre légale pour avoir les chaînes internationales au choix, ça pourrait être sympa qu'Hulu propose ça. Ouais, je suis pas sûre que ça soit hyper intéressant stratégiquement parce qu'il y aura quand même la barrière de la langue.
À voir. On peut toujours doubler des programmes en différé, mais par contre, la télé, c'est quand même un peu plus compliqué, quoi. Marion, ta diffusion en Wi-Fi ou en 4G? En Wi-Fi. Ah, alors oui, Gpif, bonne question. Mais Stars, c'est pas eux qui ont fait Spartacus, car oui, là, c'est plutôt adulte comme contenu. Alors, je parle pas de Stars avec un Z, je parle de Stars avec un S. C'est-à-dire que c'est juste une nouvelle rubrique dans l'application qui s'appelle Stars, comme des étoiles. Mais c'est pas Stars le studio. Désolée pour la confusion, j'aurais peut-être dû préciser ça au tout début. Il faut mettre des virgules pour que Marion puisse lire plus facilement. Bah, écrivez normalement, quoi. Faites des phrases. Je sais que c'est compliqué avec le chat et la vitesse, mais une bonne série pour les fêtes de fin d'année. Et je vous en ai recommandé trois. Trois? Oui, trois la semaine dernière. Trois? Trois séries anglaises recommandées la semaine dernière. Vous n'avez pas fait votre plein? Non, je sais pas qu'est-ce que je pourrais vous recommander. J'ai pas fait mon top de l'année. D'ailleurs, il faudra que je vous fasse un petit sondage. Ça sera sympa d'avoir votre avis là-dessus. Mais je sais pas, ça dépend ce que vous cherchez. Mais je pense que moi, la série de l'année, c'était Zoé's Extraordinary Playlist. Parce que j'avais besoin d'un feel good et de musique. Et elle réunit les deux à la fois. De feel good, à la fois de comédie dramatique, parce qu'il y a les deux, et à la fois de musique. Mais il y a eu plein de séries sympas. Il y a eu plein de séries sympas. Je regarde, ouais, je pense que ouais, c'est celle-là qui me reste. Pour passer cette année 2020 de cauchemar. Oui, merci. Lag 80-290, c'est exactement Stars, c'est différent de Stars. Je l'ai un petit peu aux commentaires. C'est pas à toi de préciser, c'est à eux de choisir des noms, des noms qui sont pas super approchés. Oui, enfin bon, c'est un peu compliqué hein, dans les marques, on le voit aussi dans des appareils physiques. On commence à se mélanger les pinceaux avec les Max, les machins, etc. Race by Walls, je l'ai pas vu Manatech, donc je peux pas donner mon avis, mais elle me faisait bien envie en effet. Biohackers sur Netflix, elle est pas mal si vous aimez la science et la technologie. Ah, j'ai pas vu. J'ai pas vu. Tu binge-watch SNK, c'est quoi SNK? C'est les initiales de... Ah non, c'est... Non, je sais pas. Je vois pas ce que c'est. Je tapais SNK dans Google, il connaît pas. Mandalorian. Alors, sans aucune surprise, Jérôme vous recommande The Mandalorian. The Mandalorian, évidemment. C'est pas Emily in Paris, Paris, ta série préférée de 2020? Non, c'est plutôt Jérôme. Hein. Je recommande largement Race by Wolf, by the Wolves. Ah, vous êtes plusieurs à la recommander cette série. Vous êtes tous en train de commenter mon lampadaire dans la fenêtre. C'est rigolo. Attack on Titan. SNK égale Attack on Titan. D'accord. Ok, mais je connais pas, j'ai pas suivi. L'attaque des titans, d'accord. L'attaque des titans, ça me dit quelque chose, mais j'ai jamais regardé. Alice in Borderland, je connais pas non plus. The Crown, ah ouais, ouais. Puis la dernière saison est cool. Mais ouais, The Crown, hyper intéressant. Queen's Gambit, ouais, sympa aussi. Sur quelle plateforme The Extraordinary Playlist? Alors là,
C'est NBC. Je ne sais plus où est-ce qu'elle a été diffusée en France. Je ne vous dirai pas comment je l'ai regardée. Je regarde rapidement. Où est-ce qu'elle a été diffusée en France? Warner TV. Je sais même pas où c'est ça. Je sais même pas ce que c'est. Je sais pas comment on y accède. Je peux pas vous dire là. En France, à la série diffusée en France sur Warner TV. Je vous confirme, il y aura une saison 2 aussi, hein, pour ceux qui se posaient la question. Voilà. S'il y a bien un service dont j'ai jamais entendu parler, c'est Warner TV. Mais voilà. Succession. Ouais. Ouais. Il y a du pour et du contre. Il y a des choses très chouettes, il y a des choses moins chouettes dans la série, j'ai trouvé. Je regarde un petit peu si vous avez d'autres recommandations et puis après je vais vous souhaiter une bonne journée. Le lampadaire reviendra mercredi prochain si vous gardez la foi, frère, et ça reste en communion avec le grand lampadaire cosmique. Mais c'est pas possible, je vais jamais réussir à terminer cette émission si vous me faites ce genre de... Jérôme, franchement, tu m'aides pas du tout là. Cette fixation sur le lampadaire, c'est incroyable. C'est sur Canal+ qu'on peut trouver Warner TV, d'accord. Euh, Canal est le nom actuel de CanalSat. Oui, ça, mais personne ne le sait. Bah si, non, ça c'est évident. Mais je savais pas que Warner TV c'était sur Canal+. Bah écoute, merci beaucoup pour l'info, Vincent. Ah ouais, Euphoria c'est génial, ouais, sur HBO et OCS en France, ouais. Mais alors, pas forcément si vous avez le moral un peu dans les chaussettes, hein. Attention. Gloire à toi, grand lampadaire, apporte-nous la lumière. Écoutez, sur... Ah, Jérôme change son vote ok, de The Mandalorian à Euphoria. Eh bien, vous savez quoi? Je change mon vote aussi de The OS Playlist à Euphoria. Parce que Euphoria a été vraiment le coup... Enfin, la série époustouflante de l'année, quoi. Donc c'est clair. Ouais, on est tous les deux finalement, on est d'accord, Jérôme et moi, sur la meilleure série de l'année. Voilà, sur ce, je vous souhaite une grande journée. Le lampadaire, comme Jérôme a dit, reviendra mercredi prochain, sans faute. On se retrouve et d'ici là, je vous souhaite une excellente journée, un excellent mercredi, une bonne continuation de semaine. Et n'oubliez pas, demain matin, vous retrouvez Guillaume à 8h comme d'habitude. À bientôt pour plein de news tech. Bye bye.